Bon, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis heureux que cette réunion puisse se tenir malgré les conditions. Voilà, ça aurait été tellement agréable de se voir autrement, mais bon, après tout, je vois en tout cas un certain nombre de têtes connues et amicales, et c'est un plaisir. Et puis, bravo pour l'ambition de cette séance, parce que vous avez invité des grands spécialistes de l'IA. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA pour ma part. Très, très fier. Mes collègues qui vont parler ensuite le feront. Et vous m'avez demandé, si je comprends bien, de faire un peu une présentation du contexte dans lequel les choses se déroulent au niveau de Toulouse, au niveau de notre région. Mais évidemment, pour le faire, j'ai envie de commencer par le contexte mondial et les enjeux finalement qui sont présents pour nous aujourd'hui autour des questions d'intelligence artificielle. Tout d'abord, en ayant en tête le fait que quand on parle d'intelligence artificielle, et on peut y voir, certains le voient, je pense à tort, comme un phénomène de mode, et il s'appuie pour le penser sur le fait qu'après tout, de l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on nous en parle. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la petite vidéo initiale avec les coupures de journaux, et je me suis des fois demandé, est-ce que ce sont des coupures récentes, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sont des coupures anciennes? Et je pense que certaines d'entre elles peuvent être des coupures un petit peu anciennes à voir. Voilà, on a déjà vécu des grands engouements, je pense aux années 70, tout petit à l'époque, mais certains l'ont connu un peu mieux. Et puis ensuite, on a connu ce qu'on appelait des hivers de l'intelligence artificielle. Sommes-nous dans une période analogue? Je crois qu'en tout cas, il faut voir qu'aujourd'hui, le numérique est véritablement drivé par l'intelligence artificielle, ou on va dire par l'intelligence artificielle et l'économie de la donnée. Je vais articuler un petit peu les deux parce que ça va véritablement ensemble, je l'évoquerai un peu plus tard. Et que finalement, si on parle de numérique depuis longtemps, ou on parle d'informatique en tout cas depuis longtemps, eh bien nous venons peut-être de vivre en 2020 la véritable rentrée dans la révolution numérique. C'est en tout cas ce que l'économiste Daniel Cohen nous dit depuis le printemps. Et en fait, si 2020 marque l'entrée dans la révolution numérique, ce n'est pas parce qu'il y a eu en 2020 une avancée technologique particulière. Les avancées technologiques, il y en a bien entendu, mais il y en a surtout eu les années précédentes. Mais par contre, il s'est passé quelque chose au niveau mondial que vous connaissez tous malheureusement très bien, c'est le Covid. Et le Covid a propulsé le monde entier dans le fait de devoir recourir à des outils numériques pour pouvoir perpétuer une activité humaine. Que ce soit une activité sociale, ce que nous faisons ce soir, que ce soit une activité économique, ou la question qui est posée aujourd'hui, prenons-la très simplement, comment faisons-nous avec les petits commerçants? Moi, pour ma part, je viens aujourd'hui d'acheter un livre à la librairie du coin. Vous allez me dire comment vous avez fait, elle est fermée. Eh bien, je suis allé sur le site Place des Libraires qui me permet d'acheter un livre et de choisir de l'acheter chez le commerçant du coin. Pardonnez-moi pour cette petite page de publicité. Vous voyez, nous pouvons tous être des citoyens acteurs, même dans cette période-là. Mais derrière, si c'est possible, c'est bien parce qu'il y a du numérique. Et toutes les activités, on l'a vu au printemps, au moment du confinement, ont été totalement marquées par le numérique. Que ça soit se soigner, que ça soit s'éduquer, que ça soit commercer, que ça soit converser, que ce soit même prendre des apéros, eh bien, on les a fait avec le numérique. C'est le début de la révolution numérique, sans doute véritablement. Au sens où, auparavant, le numérique avait cru, mais beaucoup d'activités pouvaient encore se faire sans être fondamentalement impactées par le numérique. Or, cette transformation numérique dont il faut prendre, je pense, la conscience de l'ampleur. Et j'ai coutume de placer en parallèle deux grands défis mondiaux qui sont ceux du changement climatique, dont aujourd'hui une partie importante de la population a pris conscience que c'est un véritable défi qui nous impose des actions extrêmement fortes. Et j'espère qu'à l'autre bout de la planète, où se joue un événement important aujourd'hui, eh bien, nous aurons un changement de pouvoir qui nous permettra aussi de reprendre la route là-dessus. Mais en parallèle de ce défi du changement climatique, eh bien, un défi tout aussi important qui est celui de la réussite de la transition numérique.
Or, cette transition numérique ou la transformation numérique de notre société aujourd'hui, elle est surtout dominée, on le sait, au niveau américain et asiatique. Et parmi les manchettes de journaux qui étaient évoquées, de manière extrêmement juste, eh bien, on peut constater que nous avons beaucoup de Français, c'est le cas évidemment de Luc Julia, qui sont des moteurs de l'intelligence artificielle, souvent dans notre pays, heureusement, mais aussi souvent à l'étranger. Et beaucoup d'entreprises doivent leur progrès dans le domaine du big data et de l'intelligence artificielle à des Français. Il n'est qu'à voir d'ailleurs que le renouveau de l'intelligence artificielle ces dernières années est notamment lié au progrès dans ce qu'on appelle l'apprentissage, enfin les réseaux neuronaux, le machine learning. Trois scientifiques ont été, j'allais dire décorés, ce n'est pas une décoration, enfin se sont vus attribuer le prix Turing, hein, l'équivalent du prix Nobel pour les sciences informatiques, parmi eux un Français, professeur à NYU et directeur de la recherche de Facebook. Donc, nous avons effectivement des places importantes dans l'IA au niveau mondial, mais au niveau économique, la domination est américaine et elle est asiatique. C'est un véritable sujet, c'est un sujet en particulier de souveraineté. Nous l'avons vu là encore pendant le Covid, eh bien, nos décisions sont totalement impactées par les choix de grands groupes étrangers. Quand le gouvernement, pour mettre en place une stratégie de traçage par rapport au cas contact, dans le cas du Covid, a décidé de s'appuyer sur l'Institut INRIA pour développer l'application qui aujourd'hui, qui d'abord s'est appelée SOC-Covid et maintenant tous anti-Covid, eh bien d'emblée, des choix technologiques doivent être faits, et y compris le fait de savoir si on recourt à du stockage des données de manière autonome, ce qui a finalement été fait chez nous, ou bien en utilisant les cadres de Google et de Facebook, de Google pardon, et de Apple, excusez-moi, qui ont les deux grands systèmes d'opération de nos smartphones, c'est-à-dire Android et iOS. Les choix, y compris au niveau européen, les choix qui ont été faits ont été souvent dictés par des considérations de ce qu'il était possible de faire dans ces environnements et avec des discussions qui étaient totalement à la merci des choix de Google et de Apple. Ça veut dire que sur des sujets extrêmement importants comme celui-là qui touche notre santé et la manière dont nous décidons de nous organiser en termes de santé par rapport à une crise sanitaire, eh bien, nous ne sommes pas dans un état de souveraineté. Alors, j'ai commencé par ce contexte parce qu'il me semble important à rappeler pour évoquer le fait qu'il est essentiel que l'Europe, la France, la région se mobilisent sur les questions d'intelligence artificielle, d'autant plus que nous avons des forces importantes. L'État a décidé depuis plusieurs années de lancer des programmes autour de cela. Ça a été évoqué dans la présentation. J'ai été en charge de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, puis ensuite du livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans lequel il y avait la stratégie nationale de recherche, dans laquelle on avait inclus déjà un premier élément, des premières priorités sur le big data et un premier plan sur l'intelligence artificielle dès 2016. Puis, en 2018, il y a eu le rapport Villani. Cédric Villani a fait un rapport tout à fait important et qui a constitué à une nouvelle étape de stratégie pour l'intelligence artificielle et qui a conduit à un appel à projet autour de la création d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle et qui a conduit à un très beau succès toulousain avec Anity, et Nicolas Hacher le présentera évidemment tout à l'heure. Ce n'est pas complètement une surprise que nous soyons sur ce niveau-là parce que depuis plusieurs années, nous avions constaté, et j'avais personnellement participé à des travaux, en particulier avec le pôle Aerospace Valley, mais c'est aussi pendant mes fonctions de président d'université que j'en avais pris pleinement conscience. Nous avons pu constater que notre région est une région très forte en termes
de big data, d'intelligence artificielle sur deux grands niveaux. Premier niveau, le niveau académique, des chercheurs importants de manière historique dans ces domaines-là. Et quand je dis de manière historique, c'est évidemment y compris avec les formes d'intelligence artificielle qui sont aussi autres que celles de machine learning. Ça va être évoqué, j'imagine, tout à l'heure, puisque nous en avons des spécialistes. Et je pense qu'un des grands atouts du projet Anity, c'est justement d'arriver à concilier les approches de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, plus classique entre guillemets, et les approches d'apprentissage par les réseaux neuronaux, et d'avoir l'intelligence artificielle hybride. Mais là encore, je pense que Nicolas Hacher l'évoquera évidemment beaucoup mieux que je ne le fais. Alors, évidemment, nous avons des forces académiques importantes dans ces domaines-là, dans le domaine du big data aussi. J'avais été extrêmement frappé lorsque j'étais président d'université que le directeur général délégué à la science du CNRS m'avait dit un jour lors d'une visite, si le CNRS ne devait investir dans le big data que dans une seule ville, ce serait à Toulouse. Or, c'était assez peu connu au fond. C'est-à-dire que, je parle connu en dehors des cercles de spécialistes, bien entendu. Et la conscience était relativement faible de cela. Et c'est pour ça que le Conseil régional a décidé d'orienter un soutien important dans ce domaine. Nous sommes une région qui est très active dans le soutien au numérique. Nous avons élaboré d'ailleurs une stratégie numérique régionale, parce que cette question, vous l'avez compris, étant donné le panorama que j'ai dressé au départ, au niveau géopolitique, est une question qu'on doit prendre en charge d'un point de vue politique. Et nous avons décidé de le faire à travers plusieurs choses qui s'articulent pleinement. Bien entendu, le soutien au projet Anity, et nous venons en financement, en cofinancement du projet Anity, mais aussi la création d'une entité un peu originale, en tout cas qui est la seule en France aujourd'hui comme telle, qui est Occitanie Data, que je préside, et qui est une association destinée à créer un espace de confiance éthique et souverain pour l'économie de la donnée. Alors, de quoi on parle? On est censé parler d'intelligence artificielle, certains se disent peut-être, mais pourquoi il nous parle d'économie de la donnée? C'est quoi le rapport entre tout ça? Le rapport, c'est que le grand développement qu'il y a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle se nourrit de données. Se nourrit de données massives qui servent à l'apprentissage des algorithmes qui sont mis en œuvre dans les systèmes d'intelligence artificielle, en tout cas dans beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle. La donnée, elle a été pendant longtemps captée sans forcément qu'on s'en rende compte par un certain nombre d'acteurs qui sont devenus des géants de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que Google, Facebook, Amazon, etc. ont cette puissance aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que depuis le début, ils captent énormément de données qui sont tout simplement les traces de ce que nous faisons sur Internet. Et en captant ces données, ils nourrissent des algorithmes qui commencent à comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir derrière nous délivrer des nouveaux services, nous délivrer de la publicité ciblée. Et c'est ça qui crée la valeur, puisque tout le business model en fait est fondé autour de ça, c'est-à-dire vendre de la publicité ciblée. Voilà. Donc la question de la donnée est une question cruciale. Et la question de comment est-ce qu'on fait pour que des entreprises françaises, européennes puissent jouer dans la course sur l'intelligence artificielle, eh bien ça suppose que nous soyons aussi structurés dans le domaine de la donnée elle-même. D'ailleurs, j'ai la chance de participer aux travaux du groupe de travail sur la gouvernance des données au sein du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui est une initiative qui a été prise par la France et le Canada et qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de pays. C'est intéressant de voir que donc, parmi les 4 groupes de travail sur ce Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, il y en a un qui est entièrement consacré à la gouvernance des données. Et nous sommes en train de produire des articles qui seront bientôt diffusés, dont parmi les premiers, celui du rôle de la donnée pour l'intelligence artificielle. Donc c'est important de garder en tête que on ne peut pas aujourd'hui parler d'intelligence artificielle si on ne parle pas de données qui permettent de nourrir l'intelligence artificielle. Et ce que nous avons donc décidé en créant Occitanie Data, au fond,
c'est de créer des conditions pour lesquelles des organisations qui ont beaucoup de données peuvent travailler à les mettre au service de développement algorithmique, de cas d'usage, mais, disons-le clairement, sans faire n'importe quoi. Sans faire n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, et ça a été évoqué là encore dans cette petite vidéo initiale qui est tout à fait pertinente, eh bien, on a une situation d'inquiétude vis-à-vis de l'usage de nos données et vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et cette inquiétude, elle a certains fondements tout à fait légitimes. Je pense qu'il serait totalement contre-productif et sans doute absurde d'être uniquement en défiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais il serait tout aussi absurde d'être dans une forme de fascination sans recul et sans esprit critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle, du rôle qu'elle peut jouer et de la manière dont elle s'établit. Et par rapport aux données, il y a énormément d'enjeux que je n'évoquerai pas ici, sur la question de la qualité des données, sur la question des biais. C'est pas rien, hein. Les biais dans les données, par exemple, qui alimentent l'intelligence artificielle, c'est ce qui fait, par exemple, que pour ce qui est de la reconnaissance faciale, par exemple, mais peut-être que François Malguir, qui lui est un spécialiste du traitement d'images, je ne sais pas s'il aura envie d'intervenir là-dessus, mais la manière dont les algorithmes ont été entraînés à un moment donné, j'espère que c'est moins le cas que ça l'a été au départ, se sont faits par exemple avec des images de personnes blanches, et donc les systèmes avaient du mal à identifier les personnes de couleur. Donc, par rapport à un même produit, une forme de discrimination dans l'accès au service. Donc les impacts peuvent être extrêmement importants, et donc dans ce qu'on peut faire avec les données, il est essentiel d'avoir une démarche extrêmement réfléchie sur ce qu'on fait. Et puis évidemment, en ayant en tête un élément important, c'est que, alors qu'on a été dans des approches assez débridées sur l'utilisation des données personnelles, eh bien aujourd'hui, la récréation est finie. L'Europe a adopté le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui donne un cadre qui s'impose aujourd'hui aux entreprises à travers le monde à partir du moment où il s'agit de données de personnes européennes et qui impose, pour faire simple, le RGPD est beaucoup plus complexe que ça, mais je vais simplifier à outrance, qui impose de recueillir le consentement quand on va faire des traitements sur des données personnelles donc qui sont recueillies. Ce que nous voulons faire à Occitanie Data, c'est mettre en place les conditions qui vont permettre à la fois de générer de la confiance des utilisateurs dans les usages qui vont être faits et de les développer dans des thématiques qui sont fortes. Je peux donner quelques exemples et je m'arrêterai là parce que je pense que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti. Nous travaillons aujourd'hui sur des dispositifs en termes de transition énergétique permettant d'essayer de faire correspondre des pics de production d'énergie renouvelable avec de la consommation qui serait pilotée par rapport à des infrastructures très consommatrices d'énergie et qui auraient la possibilité de décider du moment où la consommation énergétique importante se ferait pour la faire coïncider avec les pics de production énergétique. Voilà un exemple concret. Je peux donner des exemples dans le domaine de l'emploi et de la formation où au niveau du conseil régional, nous travaillons sur une plateforme qui ouvrira dans les mois prochains et qui permettra à des usagers d'essayer de voir s'ils veulent se convertir et donc suivre des formations quand ils sont demandeurs d'emploi pour aller vers certains métiers, d'arriver à analyser quelles sont les formations qui sont les plus adaptées pour eux, qui sont les plus à proximité, qui correspondent le mieux à des besoins qui sont exprimés par les entreprises du fait de l'analyse du marché de l'emploi tel qu'il est fait. Derrière, c'est de l'intelligence artificielle, derrière, c'est de la donnée. Nous travaillons sur des usages en termes de mobilité pour arriver à favoriser la manière d'articuler ce qu'on appelle la multimodalité. La multimodalité dans le domaine du transport, c'est le fait d'aller d'un point A à un point B sans forcément prendre uniquement sa voiture, mais peut-être prendre un vélo en libre service, le métro, un élément de covoiturage, etc. Comment on associe tous ces systèmes-là? Eh bien, ça suppose là aussi beaucoup de travail dans le domaine du big data, voire de l'intelligence artificielle. Voilà quelques exemples très concrets. Nous travaillons sur des exemples sur la santé également. Par exemple,
nous appuyons à un projet très important avec le CHU de Montpellier pour essayer d'établir des cartes permettant de voir quelles sont les zones où il y a le plus grand risque vis-à-vis du Covid. Plus grand risque que les personnes soient infectées et soient touchées de manière grave vis-à-vis du Covid. Là encore, ce sont des traitements de big data qui sont mis en œuvre. Donc voilà un tout petit panorama, pardonnez-moi si je suis parti dans des directions sans doute un peu variées, mais pour conclure, et d'emblée, je l'avais indiqué aux organisateurs, mais je le redis, je serai obligé de vous laisser pour 18 heures parce que j'ai une autre conférence sur Zoom avec des étudiants que je n'ai pas pu déplacer. Voilà, ce qui est essentiel que je voulais faire partager, c'est le fait que ce dont nous parlons ce soir, ça n'est pas un sujet technologique de plus. C'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. C'est un sujet dont les implications pour notre vie quotidienne sont extrêmement fortes et ça a une dimension qui est politique. Et donc, la question du numérique doit véritablement être traitée comme telle, comme une question politique dans laquelle nous nous engageons pleinement, dans laquelle nous prenons conscience de l'impact de la transition numérique, là encore dans les manchettes. Combien d'emplois vont disparaître, hein? C'est toutes les études de l'OCDE. Je ne sais pas si ça fera partie des thématiques qui sont évoquées aujourd'hui, mais l'OCDE aujourd'hui nous indique que pour la France, c'est 14% des emplois qui sont à haut risque d'automatisation. Ça signifie que les progrès de l'automatisation vont les faire disparaître à moyen ou long terme. Vous me direz 14%, ce n'est pas tant que ça. Imaginez déjà qu'on ait 14% de chômeurs de plus. Mais ça n'est qu'une petite partie, cette partie-là. L'OCDE montre que les métiers qui sont fortement impactés par l'automatisation, c'est-à-dire où plus de la moitié des tâches vont être automatisées, eh bien, cette partie des emplois, c'est environ la moitié de nos emplois. Ça signifie très concrètement que la moitié des gens vont voir leur métier soit disparaître pour une toute petite partie d'entre eux, enfin toute petite, 14%, c'est pas rien, soit être modifié très profondément. Tout à l'heure, Michel évoquait le fait que c'était une première de faire cette réunion sur Zoom et que peut-être les enseignants en avaient l'habitude. Ben oui, les enseignants, ils ont bien été obligés de s'y mettre fortement et ça ne va pas s'arrêter. Voilà une transformation importante sous l'égide du numérique. Et même si demain on a un vaccin avec le Covid-19, moi je peux vous dire, l'enseignement va être durablement transformé par cette numérisation. Et donc pour le faire, il y a besoin, d'une prise de conscience importante, et j'espère que les réunions comme la vôtre permettent d'y contribuer, d'une mobilisation des forces publiques extrêmement importante pour plusieurs choses. Qu'on accompagne la population dans cette transition numérique. On ne peut pas dire, bon, ça concernera une partie, les autres, ils seront à côté, bah, tant pis pour eux. Non, parce que les enjeux en termes de cohésion sociale sont beaucoup trop forts. Donc, il faut accompagner la population autour de ça. 2, il faut accompagner la recherche, la formation pour pouvoir justement jouer tout son rôle pour que la France, l'Europe puissent être et rester des acteurs importants dans ces domaines. Au niveau fondamental, nous le sommes. Au niveau économique, nous ne le sommes pas assez. Et donc, il faut 3, des plans d'accompagnement aussi au niveau économique pour pouvoir soutenir la transformation des entreprises. Et nous agissons au niveau du Conseil régional, dans notre rôle de chef de file du développement économique au niveau territorial, pour justement mettre en place de l'accompagnement de toutes les entreprises, mais y compris des très petites entreprises, vers la digitalisation. Nous venons de déposer un projet européen pour faire ce qu'on appelle un European Digital Innovation Hub, donc un hub d'innovation numérique européen, pour justement accompagner les entreprises de toute taille dans la transformation numérique, pour ce qu'on ne soit pas simplement leur dire « transformez-vous », mais simplement comment on le fait, et comment on le fait avec des acteurs qui partagent les mêmes valeurs,
c'est-à-dire des valeurs éthiques qui peuvent, je l'espère, nous rassembler. Voilà, pardon d'avoir été trop long, Michel et André. Vraiment, je suis navré de vous laisser parce que j'aurais beaucoup aimé d'abord entendre mes collègues évoquer leurs travaux et puis pouvoir répondre à vos questions. Là, ça n'est absolument pas possible, mais naturellement, s'il y avait des questions qui s'adressaient à moi, je serais ravi d'y répondre ensuite par mail. Vous avez mon adresse. À très bientôt et très très bonne réunion. Merci infiniment Bertrand pour cet exposé qui élargit notre réflexion.